Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux fabriques de documents dans Digdash. Aujourd'hui, moi je me présente rapidement, je suis Justine Marignac, donc responsable de l'offre Digdash chez BIP Consulting et je suis accompagnée de Simon Furnion qui est consultant décisionnel sur la solution depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, on va vous parler de Digdash et particulièrement des fabriques de documents aujourd'hui. Il y a un petit chat avec la possibilité de poser des questions dedans, n'hésitez pas, et on prendra le temps en fin de webinaire de répondre à toutes vos questions. Euh, De quoi on va vous parler? Rapidement, on va faire une petite présentation de la société de BIP Consulting. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qu'on connaît et merci d'être là. Et pour ceux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer, voilà, on se présentera rapidement. Par la suite, un petit constat de la problématique finalement qui nous a mené à construire ce webinaire, à savoir vos besoins en reporting et aujourd'hui, face à quelles contraintes vous êtes confrontés. Et finalement, en quoi les fabriques de documents Digdash répondent à ce besoin de reporting et vous facilitent la vie. Donc, on vous présentera cette fonctionnalité que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà dans les grandes lignes, au moins les différents types de fabriques qui existent dans Digdash. Les modes de création, donc vous verrez qu'il y a plusieurs façons de les construire. On vous délivrera quelques bonnes pratiques sur la construction de ces fabriques de documents. On vous partagera deux exemples, un PowerPoint, un PDF, liés à des cas d'usage rencontrés chez certains de nos clients, dont certains sont peut-être dans l'assemblée. Et par la suite, on ira un peu plus loin, on vous partagera comment générer ces fabriques de documents. Donc il y a la création, puis il y a derrière comment on va les générer, comment on va les exécuter. Il y a différentes façons de faire. Comment on peut automatiser la diffusion de ces rapports via différents canaux aussi. Et on ira encore plus loin avec une fonctionnalité supplémentaire qui est le broadcast et qui va vous permettre une diffusion encore plus large et encore plus en masse que tous les premiers points qu'on va évoquer ensemble. Juste pour répondre à Donc, la question qu'il y a dans le chat, oui, pardon, le je l'ai vu. webinaire sera enregistré. Oui, 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 tout sera enregistré et vous aurez le lien du replay qui vous sera envoyé. Oui, alors du coup, je n'ai pas la vision sur le chat en temps réel, donc n'hésitez pas à me couper si besoin. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous ici présents ont déjà Digdash et donc ont sûrement expérimenté déjà des choses au niveau des fabriques ou le découvrent depuis peu. Et donc, voilà, n'hésitez pas en fin de webinaire à nous exposer un peu vos cas d'usage et où vous en êtes et vos problématiques. Rapidement, donc BIP Consulting, qui sommes-nous? Donc on est une société de conseil et de data et de services spécialisés dans la data depuis 2009. On intervient auprès de plus de 150 clients aujourd'hui. On a une agence historique qui est basée à Lyon et une un peu plus récente depuis 2 ans sur Aix-en-Provence, dont on fait partie avec Simon. Et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs et on est partenaire des technologies clés sur le marché de la data aujourd'hui. Et on intervient sur la résolution de vos problématiques data au sens large. J'y viens au travers de 4 grands pôles, on va dire, qui constituent toute la chaîne de traitement de la donnée. Donc, dès la phase de data management, c'est tout ce qui va concerner l'intégration, tout ce qui va concerner oui, les problématiques d'intégration de données, donc tout ce qui va être l'extraction, la transformation, le nettoyage, la fiabilisation de vos données et le stockage dans des bases de données, dans des entrepôts pour fiabiliser et avoir une qualité de données optimale. Vous allez retrouver tous les logos des technologies dont on est partenaire. La seconde étape, donc, qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, c'est la phase de data visualisation. Donc, comment restituer vos données qui auront en amont été préparées de la meilleure des façons. Et on travaille donc notamment avec Digdash sur cet aspect-là. Et après, on retrouve deux blocs supplémentaires. Une qui va concerner l'optimisation des processus. Donc là, c'est anticiper et optimiser la performance grâce à des outils dédiés. C'est principalement
accès, gestion budgétaire, pilotage des coûts et planification. Et l'aspect data science. Donc là, on vous accompagne sur l'analyse avancée de vos données en exploitant des fonctions statistiques pour identifier, par exemple, des corrélations entre vos données et mettre en avant des schémas répétitifs. En termes de mode d'accompagnement, donc on vous accompagne vraiment sur toute la chaîne d'idéation et de mise en œuvre de vos projets. Donc de la phase de définition des besoins, en passant par la réalisation, la formation et le support. Tous nos services incluent l'aide au choix de solutions, la conception et la réalisation. Sur l'aspect formation, donc on intervient sur des formations certifiées et sous forme de coaching. Donc il y en a beaucoup avec qui on fait ça, ce qui vous permet de prendre en main la solution, quelle qu'elle soit, pas forcément que Digdash d'ailleurs. Et on intervient sur chacune de ces phases en forfait ou en régie, à temps plein ou à temps partiel, selon l'avancement, selon vos besoins, selon vos contraintes et selon vos enjeux. Pour dire quelques mots sur le partenariat entre BIP Consulting et Digdash. Donc, BIP est partenaire historique de Digdash depuis 2015, si je ne dis pas de bêtises, et on a été le premier partenaire de Lucy. De par, entre autres, notre agence à Aix-en-Provence, on a vraiment un partenariat de proximité avec l'éditeur parce qu'on est juste à côté de leurs locaux, ce qui fait que c'est très facile voilà, de les solliciter, qu'on les voit très régulièrement. On est présent à tous les événements qu'ils organisent. Les deux derniers étaient les roadshows d'Aix et de Lyon. On a peut-être croisé certains d'entre vous. Euh, et on a des points récurrents sur les nouveautés, les mises à jour et les éventuelles problématiques rencontrées. Aujourd'hui, Digdash chez BIP, c'est une petite dizaine de consultants formés, expérimentés, une cinquantaine de clients accompagnés, et on est le premier partenaire certifié par Digdash. Donc voilà, on a vraiment un partenariat de qualité et depuis un certain temps maintenant, auprès de nombreux clients que vous voyez entre autres sur cette slide et dont certains sont avec nous aujourd'hui. Merci Justine, bonjour à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se pose la question, au fond, à qui s'adresse réellement le besoin de reporting. Souvent, on imagine que c'est un sujet purement technique, mais la réalité, c'est que ça touche tout le monde dans l'entreprise, à tous les niveaux. D'ailleurs, vous qui êtes plus de 50 aujourd'hui, j'imagine que vous ne faites pas tous le même métier et que vous n'avez pas tous les mêmes besoins. Alors oui, le reporting s'adresse à tout le monde, que ce soit le top management, la direction générale, qui a besoin d'une vision macro stratégique pour piloter l'activité, les directions métiers, certains d'entre vous, que vous soyez aux ressources humaines, à la finance, au commerce ou à la logistique. Pour vous, le reporting, c'est ce qui permet de justifier vos actions et de suivre vos budgets, par exemple. Les profils IT, data, BI, qui cherchent des outils agiles pour répondre rapidement aux demandes des utilisateurs sans se noyer dans du développement complexe. Et puis, il y a le terrain, les équipes opérationnelles, les collaborateurs qui ont besoin de chiffres précis pour agir au quotidien et prendre des décisions. Bref, peu importe votre métier ou votre secteur, public comme privé, le constat, c'est le même. On a tous besoin de fournir la bonne information au bon moment, au bon format et surtout à la bonne personne. Le problème, c'est que si ce besoin est universel, la manière de le produire, elle reste trop souvent artisanale. Et quand je dis artisanal, je pèse mes mots. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, faire un reporting, c'est ce que vous voyez à l'écran, un réel parcours du combattant. Et la vraie question derrière tout ça, c'est combien de temps on peut réellement perdre à préparer le reporting. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est très certainement que vous cherchez une réponse ou plutôt une solution à ce constat. Vous avez peut-être déjà dû envoyer du reporting à des personnes qui n'utilisent pas directement Digdash, mais entre la donnée présente sur vos tableaux de bord et le document que vous allez envoyer à la direction ou à une autre personne, il reste tout un travail que personne ne devrait faire. Capture d'écran des indicateurs, export flux par flux manuellement, mise en forme dans PowerPoint, on vérifie, on corrige, on diffuse par mail ensuite à un ou plusieurs destinataires différents. Tout ça chaque semaine, chaque mois, voire chaque jour. Bref, énormément de temps perdu, des risques d'erreur, parce qu'on risque d'envoyer le mauvais fichier à la mauvaise personne, des tâches qui sont très chronophages et surtout une très faible valeur ajoutée pour des profils comme les vôtres.
Heureusement, on va voir aujourd'hui comment profiter pleinement de la puissance de Digdash pour simplifier tout ça. L'idée, elle est très concrète, c'est à partir de vos données, celles qui alimentent déjà vos tableaux de bord, on va créer ce qu'on appelle des fabriques de documents. Le principe, c'est de ne plus avoir à extraire la donnée manuellement. Donc, on va préparer pour ça un document, un template qui va servir de socle et Digdash va se charger de l'alimenter directement. Les graphiques, les tableaux, les indicateurs, les flux vont être placés sur ce template. C'est ce que Justine vous montrera juste après. Et on va avoir des générations de documents, que ce soit PowerPoint, Excel, PDF, HTML, qu'on va pouvoir diffuser ensuite par mail, SMS ou sur un serveur de documents, par exemple. L'objectif, il est simple, vous permettre de gagner un temps précieux et surtout de vous donner les moyens de vous concentrer uniquement sur l'analyse de ce reporting et non pas sur sa construction. Pardon. Merci. Et du coup, on va parler plus concrètement de la solution à ce constat que vous rencontrez probablement tous ou une bonne partie d'entre vous, les fabriques de documents. Alors, pour ceux qui n'auraient pas connaissance de cette fonctionnalité, déjà pour faire simple, qu'est-ce qu'on entend par fabrique de documents dans Digdash? L'idée, c'est assez simple. On part de vos données et de vos tableaux de bord et on va les transformer en documents exploitables, figés, prêts à être diffusés. Si vous voyez la slide, c'est ce qui correspond à ces types de flux dans votre studio que vous voyez sur la droite, qui sont catégorisés donc dans les fabriques de documents. Et donc, il y a plusieurs types de fabriques qui existent selon vos usages. C'est ce qu'on va voir juste maintenant. Donc, il y a plusieurs types de fabriques qui existent. On l'a vu juste avant, il y en a 4. Il y a les PowerPoint, les Excel, les PDF et les HTML. Vous allez me dire, c'est cool, quand est-ce qu'on utilise laquelle? Chacune va permettre de répondre à des besoins assez spécifiques. Dans la fabrique PowerPoint, qui est pour moi la plus utilisée aujourd'hui et la plus flexible, on le verra juste après, vous allez pouvoir copier tout ou une partie de vos flux présents ou pas sur vos tableaux de bord dans un document PowerPoint en structurant votre PowerPoint de la façon dont vous le souhaitez, voire importer directement des pages complètes de tableaux de bord dans vos exports. On le verra juste après, l'option PowerPoint offre une grande marge de personnalisation, ce qui permet de faire des exports assez sympathiques et de les réexploiter derrière sous différentes formes. Les fabriques Excel vont vous permettre notamment d'insérer des tableaux de données. Donc, c'est-à-dire que dans les fabriques Excel, vous n'aurez uniquement que des données tabulaires. Et si vous essayez d'insérer un flux de type camembert, par exemple, vous aurez la donnée brute qu'il y a derrière ce camembert sous format tabulaire. Donc, pas de graphique dans les fabriques Excel. On va avoir ensuite la fabrique PDF qui va vous permettre de réaliser des rapports de la même façon que ce qu'offre l'option PowerPoint. Donc, vous pouvez tout mettre dedans, des tableaux, des courbes, des indicateurs. Par contre, vous aurez évidemment un résultat complètement figé, sans possibilité pour le destinataire final de retoucher ce document. Et la fabrique HTML, qu'on rencontre peu honnêtement, mais peut-être que ça peut vous concerner, elle a vocation à être utilisée derrière ou intégrée dans, être partagée sur un espace web. Donc elle est utile pour produire des rapports destinés à être intégrés dans des espaces web ou envoyés par email en mettant en page de façon très précise vos différentes informations. Donc, en résumé, la fabrique de documents, c'est un outil de reporting automatisé, on va le voir, qui va vous permettre de transformer vos données présentes dans Digdash en documents exploitables dans différents formats bureautiques et web les plus courants. Comment on peut créer ces fabriques? Donc, les fabriques se créent dans le studio. Donc, s'il y en a qui ne connaissent pas du tout Digdash et qui sont avec nous aujourd'hui, on pourra préciser un petit peu tout ça dans un second temps. Sinon, pour ceux qui connaissent Digdash, vous devez voir ce qu'est le studio. Et donc, le studio, c'est l'interface de création de contenu de Digdash. Et vous allez pouvoir créer donc différents flux de type fabrique de documents dans votre studio. Donc, c'est ce que je vous montrais dans la slide d'avant avec les 4 types de fabriques.
Et dans la façon de créer vos fabriques, vous allez avoir deux modes. Vous avez un mode Office et un mode assistant. Quel mode utiliser pour quel type de fabrique? Et ben déjà, il y a un mode qui est disponible pour toutes les fabriques et un mode qui est disponible uniquement pour les fabriques PowerPoint et Excel. Donc, je vais commencer par le mode présent pour toutes les fabriques. C'est l'assistant. Et en fait, c'est une interface intégrée au studio de DigDash qui va vous permettre de construire la structure de vos reportings qu'on va utiliser, en tout cas nous, et c'est ce qu'on recommande, plutôt dans le cadre de fabriques PDF et HTML, parce qu'on n'a pas le choix et qu'on n'a pas d'autre option. C'est assez intuitif, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir directement dans le studio et vous allez pouvoir venir glisser, déposer les différents flux, les différents objets que vous aurez créés en amont dans votre studio et qui sont exploités sur certaines pages de tableau de bord ou pas. Et alimenter votre reporting d'autres objets si vous le souhaitez, des titres, des images, des légendes, tout ce qui va bien, et de configurer également vos filtres. Tout ça directement dans DigDash. Autre option qui va concerner là uniquement les types PowerPoint et Excel, c'est le mode Office. Donc en fait, ça vous permet de créer vos templates de fabrique directement depuis PowerPoint ou depuis Excel en sortant de DigDash, ce qui vous offre des possibilités de personnalisation assez énormes, puisque vous allez pouvoir construire vos supports de la même manière que d'habitude vous construisez vos communications internes. Donc, on va venir intégrer des objets DigDash dans vos templates, mais autour de ces objets DigDash, on est dans l'environnement Microsoft. Et donc, vous allez pouvoir écrire votre texte de la même façon que vous l'écrivez sur vos slides habituellement, intégrer votre logo, intégrer votre charte graphique, mettre en forme tout ça de la façon dont vous le souhaitez, dans un environnement qui est super familier, et derrière, réinjecter ce template dans DigDash. Et DigDash va remplacer les objets que vous avez appelés par ces restitutions graphiques. Je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est un petit peu les deux façons de créer des fabriques. Et nous, en tout cas, on utilise le mode Office pour ce qu'on peut, à savoir les fabriques PowerPoint et les fabriques Excel, et le mode assistant pour les autres types de fabriques qui marchent aussi, mais qui n'offrent pas les mêmes options de mise en forme. Et on ne peut pas aller aussi loin dans la personnalisation qu'avec le mode Office. Juste avant de passer à une petite démo, quelques bonnes pratiques sur la création de ces fabriques de documents. Bon, c'est assez bateau, j'ai envie de dire, et tout ce qu'on va vous dire là, ça s'applique aussi bien à la création de fabriques qu'à la création de tableaux de bord. On va retrouver des choses assez semblables. Mais c'est important quand vous essayez de mettre en place des fabriques de documents, d'essayer de suivre ces bonnes pratiques pour pérenniser vos constructions, vos travaux et avoir quelque chose de stable et de reproductible. J'entends par là, donc standardiser vos templates. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une fabrique, peut-être que demain, vous en aurez 10. Et donc, si vous travaillez correctement votre support aujourd'hui et qu'il est facilement réutilisable, on vous conseille de prendre du temps sur votre première fabrique pour bien structurer les choses, poser des fondations solides et pouvoir d'ailleurs dupliquer votre modèle autant que vous le souhaitez. Ce sera du temps gagné par la suite. Un peu de la même façon qu'on le recommande sur vos tableaux de bord, c'est aussi le cas sur vos fabriques. On vous conseille de limiter le nombre de visuels que vous allez afficher sur vos pages de fabrique de documents ou sur vos slides si on est sur une version PowerPoint pour favoriser la lisibilité et éviter d'avoir trop d'informations sur une même page. Peut-être que vous avez déjà rencontré ces fabriques et peut-être que ça vous parlera. On vous conseille de versionner vos modèles. Les fabriques de documents, quand vous allez les créer, vous allez être obligé de les générer pour se rendre compte du rendu final de ce que vous avez configuré. Et éventuellement adapter votre modèle, le réimporter, régénérer, adapter, réimporter, régénérer. Donc il peut y avoir beaucoup de versions
de template. Et pour ne pas se perdre dans ces versions-là et savoir laquelle est la bonne au final, on vous conseille de versionner vos modèles avec la date, avec la version, avec ce que vous voulez comme information dans le nom de votre template, mais d'être sûr derrière que vous utilisez bien le bon modèle. Ensuite, vous avez tout ce qui va être lié à la sécurité. Donc, si vous avez une gestion des droits ou du live security ou des notions comme ça dans vos tableaux de bord, c'est important que le résultat de vos fabriques respecte toujours ces règles-là et qu'une personne qui a un périmètre de données bien restreint ait une fabrique qui soit cohérente par rapport au périmètre de données qu'il a le droit de voir. Donc, s'il y a des notions de droit, on vous conseille de tester vos exports auprès des différents types de profils que vous pouvez avoir en termes d'utilisateurs et de s'assurer que le périmètre de données est bien respecté pour chaque type de profil. Et ensuite, ce qui va rendre vos exports dynamiques et personnalisés, c'est l'utilisation de variables qui vont pouvoir vous permettre de récupérer dans le corps de vos textes, de vos commentaires, de vos titres, des variables qui vont récupérer les filtres, notamment actifs au moment de votre export. Je donne un exemple, je génère mon export en 2024, et ben le titre de ma première slide sera bilan en 2024. Et ce 2024, il est dynamique. Il n'est pas écrit en dur dans mon template, il est récupéré dynamiquement grâce à ces petites variables. Ces petites variables, il y a une documentation en ligne qui les fournit. Si vous souhaitez, on pourra vous la transmettre, qui vous permet d'avoir la liste de tous les mots-clés qui existent et de tout ce que vous pouvez récupérer dynamiquement. Pourquoi appliquer ces bonnes pratiques? C'est globalement pour garantir la cohérence de vos livrables, faciliter l'automatisation. Donc, c'est la deuxième partie de ce webinaire. On verra que pour automatiser tout ça de façon fiable, il faut que vos fabriques elles soient bien construites en amont. Et réduire les erreurs humaines, gagner du temps, sécuriser l'adoption et favoriser l'utilisation par les différents utilisateurs. Place à la démo. Alors, je vais quitter ça. Hop. Alors, moi, je vais vous montrer un premier exemple de fabrique PowerPoint. Excusez-moi. Je vais me mettre en place. Voilà. Un premier exemple de fabrique PowerPoint construit donc sur Office, puisque c'est le mode de création que on recommande pour ce type de fabrique. Et donc là, c'est ce que je vous disais, on sort de DigDash. Là, je ne suis pas du tout dans DigDash, je suis dans PowerPoint. Et je vais pouvoir créer mon template PowerPoint directement dans l'outil. Donc là, j'ai un certain nombre de slides que vous voyez. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais l'idée, c'est de vous montrer vraiment la démarche de construction, pas de rentrer dans le détail de tout. Et surtout de vous montrer qu'on peut complètement rendre le document corporate, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est un exemple qui a été mis en place auprès du CEDRE, qui m'autorise à vous le partager, bien évidemment. Et je vous montrerai le résultat final juste après. Justement, c'est intéressant de voir le lien entre le template et le résultat qui est généré depuis le tableau de bord. Donc, vous allez avoir différentes slides qui ont été personnalisées avec la charte graphique du CEDRE et dans lesquelles on va retrouver des mots-clés. Ces mots-clés, ils ont vocation à être remplacés au moment de l'export par les valeurs de filtre qui auront été sélectionnées par l'utilisateur. Donc l'idée, c'est de pouvoir filtrer dans ce cadre-là sur un marché, sur un fournisseur, sur une période de date, de générer cette fabrique PowerPoint et que le périmètre de données qui a été choisi s'affiche ici sur le titre de cette première slide. Donc ça, c'est des filtres clés, on va dire. Après, il y a des slides de récapitulation des filtres qui ont été construites un petit peu sur mesure dans ce cadre-là. Donc pareil, on va venir récupérer pour chaque filtre du tableau de bord là où les valeurs de filtres appliquées, s'il y en a. Peut-être que tout n'aura pas été filtré.
Donc ça, c'est vraiment une partie de contexte pour être sûr que l'utilisateur va bien interpréter les slides qui suivent et est bien conscience du périmètre de données sur lequel il se situe. Et à partir de la slide suivante, on arrive sur la configuration avec les objets Digdash. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi ce truc? En fait, vous allez pouvoir combiner du texte, ça c'est du texte hein, que j'ai écrit moi, si je veux rajouter des choses, je peux. Et vous allez pouvoir inclure vos objets Digdash. Vos objets Digdash, c'est ni plus ni moins que des formes de type carré ou rectangle ou ce que vous voulez, dans lesquelles vous allez insérer des objets Digdash avec leur identifiant que vous trouvez dans le studio pour chaque flux. Ce qui est important quand même de noter, c'est que dans le cadre des fabriques PowerPoint, Digdash convertit les objets en images vectorielles. Je vous montrerai après concrètement ce que ça veut dire, mais ça implique aussi que Digdash va essayer de faire rentrer votre flux dans l'espace que vous lui allouez. Donc là, vous verrez après, c'est un histogramme, il me semble. Si je mets mon carré comme ça, il va essayer de faire rentrer l'histogramme dans un carré de cette taille. Et potentiellement, il peut ne pas réussir. Si l'espace alloué est trop petit, il peut dire non, j'y arrive pas et ne pas inclure l'objet. Donc, prévoyez quand même des tailles d'objets assez larges, j'ai envie de dire. Enfin, prenez une marge pour être sûr que vos flux s'intègrent correctement. Et vous pouvez quand même combiner plusieurs objets sur une même slide dans ce cas-là. Donc, j'ai plein de slides, j'ai plusieurs façons de présenter mes informations, j'agence la position de mes objets comme je souhaite qu'elle s'affiche dans mon résultat final. Et à côté de ça, vous allez pouvoir ajouter des objets complémentaires issus de Digdash également, et notamment des légendes. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à retenir la syntaxe de tout ça. C'est des objets que vous allez pouvoir copier directement depuis Digdash. Je crois que Simon le montrera via l'assistant après. Et coller dans votre template. Donc là, c'est la légende du flux 803, donc de ce flux-là, par exemple, mais qui se crée toute seule. Et donc, pareil, la légende va s'afficher dans l'espace alloué, donc dans ce rectangle ici présent. Voilà pour ce template. Il n'y a pas forcément d'autres particularités dans ce cadre-là. Ce template, derrière, une fois que je l'ai créé, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je vais pouvoir l'importer en guise de template dans mon flux fabrique de documents. Fabrique, donc c'est celle-ci. Ici, au niveau du modèle que je souhaite utiliser, qui a été édité par Office, je peux importer mon nouveau template si je l'ai modifié. Et là, on parlait de versionning, voilà, vous voyez bien que ça évolue souvent, donc c'est important de mettre à jour les dates de template. Je l'importe, je le sauvegarde. Et derrière, je vais pouvoir générer ma fabrique, on le détaillera un peu plus tout à l'heure, depuis mon tableau de bord. Mon tableau de bord, donc si je prends le cas du cèdre, là je suis sur une page de synthèse et je vais pouvoir générer ma fabrique depuis ce bouton-là, par exemple. Alimentation, parce que je suis obligée de choisir un marché. Hop. Et ça va générer mon export. Je vais le laisser charger. Et je vais vous ouvrir un des résultats.
Bon, je vais en prendre un que j'ai en stock parce que c'est un peu long. Hop. Donc ça, ça se génère, ça arrive dans vos téléchargements et vous arrivez sur la fabrique qui a été générée. Et là, si on fait le parallèle avec le template, vous voyez que tous mes mots-clés qui avaient été affichés sur mon modèle ont été remplacés par les sélections que j'ai faites au moment de l'export. Donc là, j'ai changé de marché, mais ça sera écrit alimentation, donc celui que je suis en train de télécharger. Si je ne prends pas de sélection particulière sur un des périmètres, ben, je récupère toutes les valeurs liées à celui-ci. Et si je fais une sélection, je récupère la période filtrée. Donc ça permet vraiment de personnaliser vos titres, vos slides principales et d'apporter un côté assez sympathique. Vous allez retrouver tous les éléments filtrés derrière. Donc voilà, si pas de sélection particulière, la modalité tous s'affiche. Et derrière, tous mes carrés avec dig-id ont été remplacés par des objets vectoriels qui correspondent à des flux créés dans Digdash. Je parlais d'objets vectoriels. C'est un peu la force de ce type de fabrique. C'est que tout ce que vous voyez là, ce n'est pas des images, ce n'est pas des captures d'écran, c'est des objets. Ce qui veut dire que tout l'objet et toutes les caractéristiques de l'objet sont modifiables. Et derrière, pour votre communication en interne ou en externe, d'ailleurs, c'est super intéressant parce que vous pouvez mettre en évidence des choses si vous le souhaitez. Et donc, je vais prendre mon 31, là, par exemple. Si je veux, je peux le mettre en jaune, en gras, le grossir. Vous pouvez tout retoucher. La zone du 18, pareil, si je veux la mettre en vert, je peux. Et vous avez vraiment la main sur chaque objet Digdash, pas que les histogrammes, hein. Ça c'est aussi des objets Digdash, je peux toucher le texte, pour revenir dessus et personnaliser chaque élément de l'objet. Donc ça, par rapport à d'autres types d'exports, d'autres outils, c'est super intéressant. Et par contre, c'est valable uniquement sur la fabrique de type PowerPoint. Et je crois que Simon a un exemple à vous partager côté PDF avant qu'on aille plus loin et je vais lui laisser la main. Oui, merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Vous me dites dès que c'est bon. Ouais, c'est bon. Tac, tac. Ok, super. Donc moi, j'ai moi aussi fait une fabrique PDF du coup. Je me suis basé sur le modèle retail, un modèle que vous connaissez sûrement tous, un modèle de base de Digdash que j'ai légèrement modifié pour en faire le modèle webinaire. J'ai créé plusieurs flux très très simples. L'évolution du CA, je vais juste vous montrer rapidement, même si c'est plutôt une répartition du CA entre plusieurs régions sur un top 5. Donc voilà, vraiment un flux très très simple. Ensuite, un flux également de répartition du CA en France via une carte. Là aussi, un flux très très simple. J'ai vraiment fait au plus simple pour vous montrer plutôt l'automatisme et les tips derrière plutôt que la fabrique en elle-même. Ici, un petit flux rapport HTML qui nous renvoie la dernière date de chargement des données pour que sur notre fiche, on ait la dernière date de chargement et qu'on sache où on en est. Et si j'ouvre ma fabrique PDF, du coup, vous voyez ici les propriétés de la fabrique. Je vais donner un nom, la synthèse du CA. Nom des exportations, j'ai mis un bilan mensuel avec ici un mot-clé qu'on retrouve donc la date du jour au moment de l'export. Ici, la configuration, j'ai rien mis en place. C'est ici qu'on aurait pu mettre une substitution de mots, notamment. J'ai décidé de ne pas ignorer les filtres existants parce que pour le bien du webinaire, j'ai filtré sur la France. Et ici, si j'ouvre mon modèle, du coup, qui est un modèle assistant, je vais retrouver un template assez simple d'assistant. Donc ici, on n'est pas sur Office comme pour PowerPoint et Excel, mais on est donc dans l'assistant Digdash qui est au final assez simple. Vous retrouvez ici l'ensemble de vos flux que vous allez pouvoir placer sur cette fiche PDF. Vous allez pouvoir y placer du texte, des images, une image paramétrable, une légende. C'est ici aussi qu'on aura du coup la légende, filtre, commentaire, titre de section et numéro de page. Moi, j'ai décidé de mettre un petit logo BIP Consulting, un titre, très simplement. Voilà, on paramètre les images, on les bouge à la main ou ici grâce à la taille de la position. On peut très bien changer la taille de la page. Si on a des rapports qui sont plus gros ou plus larges, on va pouvoir mettre une page A3 ou A2. On va pouvoir sélectionner la couleur de l'arrière-plan, les marges, bref, on va pouvoir un peu tout faire.
Moi, j'ai fait au plus simple. Le but, c'était surtout de vous montrer l'exécution ensuite. Là, c'est juste pour vous poser le cadre et que ensuite on se base sur ça pour les prochaines parties. Du coup, je vais quitter ça, je vais aller sur mon PowerPoint et je vais vous diffuser à partir d'ici pour les différents modes d'exécution. Ouais, je redis 2 mots sur le sujet. Là, on rentre un peu dans le cœur du sujet. Donc, OK, on crée nos fabriques, comment on les crée, de quelle façon, avec quelles bonnes pratiques. Derrière, comment on peut les exécuter et les générer. Il y a globalement 2 types d'exécution, le mode manuel et le mode automatique. Simon va vous présenter tout ce qui est automatisé. Concernant le manuel, ben, c'est exactement ce que je vous ai montré à l'écran. C'est déclenché par l'utilisateur à la demande de l'utilisateur depuis le tableau de bord, généralement via un bouton, comme je vous l'ai présenté. Et en tout cas, c'est une action individuelle qui n'a pas été programmée en amont. Donc ça, c'est peut-être que vous connaissez aujourd'hui. Et il y a d'autres modes d'exécution et je laisse Simon les présenter. Oui, du coup, le mode automatique, donc qui va être un mode planifié avec un envoi automatique sur un serveur de mail de documents, par exemple. L'idée là, c'est vraiment d'avoir zéro intervention humaine et d'avoir un reporting qui part, par exemple, chaque lundi à 7 heures avant une réunion. Les deux modes d'exécution ne s'excluent pas. En fait, ça répond à des besoins différents. Le mode manuel pour un besoin spécifique, ponctuel, et le mode automatique pour un besoin plus récurrent. On peut très bien avoir les deux sur une même fabrique. Maintenant que Justine a posé le cadre entre le manuel et l'automatique, je vous ai fait un petit schéma de synthèse afin de voir concrètement comment circule la donnée. Sur la gauche, vous retrouvez vos flux du studio, tableau, secteur, histogramme, carte, ou tout autre flux. Ces éléments ils vont nourrir la fabrique de documents comme un réacteur qui, comme on l'a vu, s'appuie sur un template que vous avez personnalisé. Et une fois le document produit, Digdash va s'occuper de l'aiguiller vers le bon canal, que ce soit par mail, sur un serveur de fichiers ou même par SMS pour les indicateurs les plus critiques. L'idée, c'est vraiment cette modularité, une source unique, mais une multitude de sorties possibles. Alors du coup, quel mode de diffusion choisir selon vos besoins? Digdash vous offre une flexibilité totale pour s'adapter à votre quotidien. Et si on regarde de plus près, le bouton, c'est le mode à la demande. C'est l'idéal pour un manager qui veut générer son rapport 5 minutes avant une réunion avec ses propres filtres. Le mail, ça va être la diffusion ciblée par excellence. On va envoyer l'information directement dans la boîte de la bonne personne, soit manuellement, soit via une planification. Le SMS, ça va être l'outil de la réactivité. On l'utilise pour des alertes critiques ou des rapports très courts qui demandent une attention immédiate. Et enfin, le serveur de documents, ça va être votre coffre-fort. On va y centraliser les archives pour que tout le monde puisse les consulter de manière sécurisée. L'enjeu, c'est vraiment de choisir le bon canal pour que l'information ne soit pas juste envoyée, mais qu'elle soit réellement vue et utilisée. Alors, sur l'envoi automatique, on va passer maintenant à cette phase. Finalement, l'automatisme, comment ça marche? Eh bien, on va se reposer sur un processus en 3 piliers. Le premier pilier, le pilier du milieu, ça va être le flux, le générateur, donc la fabrique de documents. Ça marche également avec un flux classique du type tableau, par exemple, même s'il y a moins d'intérêt car on n'aura ni template personnalisable, ni la possibilité d'avoir plusieurs flux en un seul. Le deuxième pilier, c'est le rafraîchissement, le déclencheur. On va devoir programmer le rafraîchissement de la fabrique pour qu'elle se synchronise, s'exécute chaque jour, chaque semaine, chaque mois, selon ce que vous décidez. Et enfin, on va avoir le troisième pilier, les appareils de sortie, qui vont être le diffuseur. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter le mail et le serveur de documents. Et il faut savoir que pour configurer un appareil de sortie, il va tout d'abord falloir créer un serveur, donc un serveur mail que vous voyez en bas à gauche, qui est assez simple à paramétrer. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais voilà, il faut un protocole mail, un serveur, un port et une adresse d'expéditeur. C'est un serveur qu'on va paramétrer une seule fois normalement et qu'on va réutiliser ensuite. Et à droite, comme vous le voyez, un serveur de fichiers. Il en existe plusieurs types, S3, Samba. Moi, j'ai fait au plus simple. Tout ce que vous avez à faire dans ce cas, c'est de renseigner l'URL du répertoire et de tester la connexion. Donc voilà, c'est assez simple à paramétrer. Je vais vous montrer maintenant en démo comment paramétrer les appareils de sortie. Donc ici, j'ai toujours ma fabrique PDF.
Je vais retrouver mes appareils de sortie sur la droite. Je vais aussi également les retrouver ici dans l'onglet programmation et appareils de sortie. Donc ici, on est sur les propriétés générales de la fabrique de documents, donc le générateur. Comme je vous l'ai montré, on peut paramétrer tout un tas de choses. On va ensuite aller dans l'onglet programmation qui est en fait le déclencheur, dans lequel j'ai déjà paramétré ma programmation mensuelle. Donc si je la modifie, je vois que c'est une programmation partagée, mensuelle, automatique tous les mois à 7 heures, donc le premier jour du mois à partir du 27 avril 2026. Ça, c'est assez simple à paramétrer. Et enfin, l'appareil. Donc ici, j'ai créé deux appareils. Un appareil serveur de documents que je vais ouvrir. Donc ici, je lui ai donné le nom suivant. Au niveau de la synchronisation, j'ai sélectionné le serveur de fichiers que j'ai créé juste avant. Au niveau du format du fichier, étant donné que c'est une fabrique PDF, je vais choisir PDF, même si j'aurais pu choisir d'autres choses. Et broadcasting, on le verra plus tard. Au niveau de mon serveur mail, assez simple aussi, pareil, un petit nom. Synchronisation, je vais utiliser le serveur mail configuré par défaut, donc dans la configuration de Digdash. Et au niveau de l'adresse du destinataire, je vais sélectionner l'adresse à laquelle je vais envoyer le rapport de cette fabrique. Donc ici, j'ai mis mon adresse professionnelle. Je vais pouvoir personnaliser le corps du mail et la pièce jointe. Donc je vais pouvoir sélectionner le format de la pièce jointe. Ici SVG, je trouve que c'est le plus simple. Et ici, bon, ça va être un peu technique, mais je vais pouvoir mettre un code HTML codé directement en HTML avec du CSS pour améliorer tout ça. J'aurais pu également choisir un fichier directement HTML, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai ma fabrique de documents qui est connectée à mes deux appareils de sortie que je vois ici. Et du coup, quand elle va se rafraîchir, ou quand je vais la synchroniser manuellement, je vais bien avoir du coup cette synthèse qui va partir par mail et sur mon serveur de documents. Ici, je vais valider et je vais recevoir du coup un mail sur ma boîte mail, donc avec le SVG, le code HTML que j'ai paramétré pour la pièce jointe. Ici, on retrouve bien le bilan d'activité mensuel, rapport automatique, etc., avec le petit message que vous pouvez paramétrer. Si j'ouvre du coup l'export qui m'a été envoyé, je vais bien retrouver la fiche PDF qu'on a paramétrée ensemble tout à l'heure. Donc toujours mon logo, mes indicateurs. Ici, on voit l'évolution de toutes les régions. Ici, on pourrait penser que c'est une fiche synthèse qui va être envoyée au directeur général, par exemple, qui va pouvoir avoir une vision éclairée de son business en un coup d'œil sur toute la France. Et donc, si je reviens sur ma démo, on voit bien que comme résultat, j'ai bien mon mail à gauche et sur mon répertoire, j'ai bien mon export bilan mensuel au 2704 qui s'est envoyé. Ça, c'est le cas de l'automatisation. C'est plutôt simple à paramétrer. Tout ce qu'on a à faire, voilà, c'est le générateur, la fabrique de documents, le déclencheur, le rafraîchissement. On peut synchroniser manuellement aussi. Et enfin, l'appareil de sortie qu'il faut paramétrer. Cet automatisme, il va répondre à ce scénario 1, le scénario, le cas simple, dans lequel on a un seul destinataire. Donc, on va toujours avoir notre fabrique de documents, notre appareil mail avec le destinataire que j'ai choisi, moi en l'occurrence. Imaginons que je sois le directeur général. Pour ce cas, l'automatisation, c'est parfait, c'est simple, c'est automatique, ça fonctionne très bien. Imaginons un cas un peu plus compliqué, où ça se complique. Imaginons on a la même fiche, mais cette fois, on doit l'envoyer à 10 destinataires différents, par exemple, avant une assemblée générale. Ici, on va devoir du coup créer 10 appareils mail, on va devoir les dupliquer et changer l'adresse de destinataire. Techniquement, c'est 10 appareils à créer et à maintenir, c'est fastidieux mais faisable. C'est vrai que ça pourrait commencer à être plus compliqué à partir de 20, 30, 50 destinataires. Et enfin, il y a un dernier cas où là, ça devient ingérable. Ce cas-là, c'est, imaginons, on a toujours 10 destinataires, mais cette fois, on aimerait envoyer des données différentes selon le destinataire. Imaginons, on va envoyer la même fiche à un directeur de région, PACA, Auvergne, etc. On va vouloir que ce directeur ne voit que les données de sa région. Ici, c'est là que ça va devenir très compliqué parce qu'on va devoir dupliquer les fabriques, ensuite dupliquer les flux pour filtrer sur la bonne région et ensuite envoyer à la bonne personne. Bref, c'est impossible à gérer. On va multiplier le risque d'erreur, envoyer la mauvaise région au mauvais directeur. Et surtout, si on passe à 50 régions, 100 commerciaux, 1000 fondations, ça ne va pas être possible. La réponse de Digdash à ce scénario ingérable, c'est le broadcast. Donc, une licence broadcast est nécessaire pour utiliser les fonctionnalités de diffusion de masse. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. On a toujours notre template
personnalisée, notre fabrique de documents qu'on a créée. Moi, je vais utiliser la même pour le broadcast. Ce qu'on va avoir en plus, c'est le flux pivot. L'intelligence du broadcast, elle va reposer sur ce flux pivot, ce flux de découpage. Vous voyez ça comme une liste de distribution intelligente. Digdash va lire cette liste qui contient vos destinataires et les filtres qui leur sont associés. Ça sera plus clair quand je vous montrerai. Et la magie opère à ce moment-là. Le système va prendre votre template, regarder le premier nom sur la liste, par exemple directeur PACA, filtrer automatiquement les données sur sa région, générer le PDF et lui envoyer. Puis, il passe instantanément au directeur Auvergne et ainsi de suite pour tant de rapports générés. Les bénéfices, ils sont immédiats. Il y a un seul template à maintenir. Si vous changez votre charte graphique, un logo ou un des flux du template, c'est mis à jour automatiquement pour tout le monde. Un gain de temps colossal. Vous ne faites le travail qu'une seule fois et c'est diffusé ensuite en masse. Et surtout, zéro erreur manuelle. C'est le flux pivot qui pilote et il n'y a plus de risque d'envoyer la région nord, par exemple, au directeur du sud. Enfin, c'est scalable à l'infini, que vous soyez 10, 20, 100, 1000, l'effort pour vous, c'est le même. Pour que vous puissiez bien visualiser la puissance de ce fonctionnement du broadcast, je vous propose de passer tout de suite à une démo en live, de vous montrer directement comment je l'ai paramétré. Donc, je vais retourner sur mon environnement, qui est le même. J'ai ici ma catégorie broadcast, dans lequel j'ai les mêmes flux. J'ai toujours la même fabrique. Ce qui va changer, c'est voilà, c'est ce flux pivot qui va être ce flux de découpage que je vais ouvrir tout de suite. Et en fait, dans ce flux de découpage, c'est super simple. Je vais lui dire, voilà, euh, la région magasin à gauche, l'adresse mail qui lui est associée à droite. Donc, il va vous falloir un référentiel pour mettre en place le broadcast. Donc ici, vous voyez bien que j'ai un tableau avec 2 colonnes, région magasin, mail. Donc maintenant, quand dans ma fiche PDF, il va avoir Auvergne-Rhône-Alpes, il va directement lier à cette adresse mail. Donc, région magasin, mail. Je vais fermer ça. Je vais aller directement sur ma fabrique PDF. Ici, ce que je vais rajouter, c'est l'export, le nom d'export. Je vais mettre du coup le petit filtre sur la région magasin pour savoir directement dans le nom d'export quelle région est concernée. Dans la programmation, ça va toujours être pareil, mensuel. Ça, il n'y a rien qui change. Et enfin, dans l'appareil de sortie, j'ai créé un nouvel appareil, un appareil nommé Broadcast Webinaire, qui va être légèrement différent, mais quasiment pas. Au niveau de la synchronisation, on utilise toujours le même serveur configuré par défaut. Et ici, au niveau de l'adresse du destinataire, c'est ici que ça va un petit peu changer. On va mettre une variable de session. Donc on va mettre session.mail, mail qui était la deuxième colonne de mon flux de découpage. Au niveau du corps du mail et pièces jointes, ici j'ai fait le choix d'insérer un fichier pour une meilleure personnalisation. Et enfin, dans le dernier onglet Broadcasting, je vais sélectionner le flux de découpage, le flux intelligent qui va faire tout le travail pour moi. La dernière chose à faire, ça va être au niveau de mes flux d'export. Donc ces deux flux-là, je vais devoir insérer aussi une variable sous forme de filtrage que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, très simplement, je vais insérer ce filtrage région magasin égale à session.région magasin. Un peu de la même manière que la saisie du destinataire, ici, je vais mettre une variable de session sur la région magasin. Une fois que tout ça est fait, mon paramétrage broadcast est réalisé. Je vais pouvoir synchroniser manuellement parce que je n'ai pas envie d'attendre le rafraîchissement. Et du coup, ce que je vais recevoir ici, c'est une fiche PDF sur mon adresse Gmail concernant Auvergne-Rhône-Alpes et sur mon adresse professionnelle, je vais recevoir la fiche PDF concernant Provence-Alpes-Côte d'Azur que vous voyez ici tout de suite. Donc ici, on voit bien un bilan d'activité Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est une variable que j'ai mis dans mon flux HTML. On voit le nom du fichier joint, on dit bonjour Simon, voici votre bilan d'activité personnalisé pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, imaginons que je suis le directeur de cette région. Je vois bien du coup tout ça, et ici j'ai mon flux que je vais ouvrir et qui, comme vous le voyez, est directement filtré sur la région PACA. Voilà pour le broadcast, ça va vous permettre d'envoyer des fiches PDF personnalisées à un énorme nombre de personnes. Et donc si je reviens sur ma démo, je vais vous présenter le choix qu'a fait la Fondation de France. Ici, pour ces fiches de synthèse pour chaque fondation. Donc en fait, Fondation de France, ils utilisent Digdash pour générer automatiquement une fiche de synthèse personnalisée pour chacune de ces fondations. Ils ont mis en place une fiche type qui vont ensuite filtrer sur le nombre de
fondations. Ils ont fait le choix d'exporter tout ça dans un coffre-fort, dans un répertoire assez simple. Et donc, vous voyez ici le résultat de ces exports qui se font la nuit. Il y a plus de 1000 fondations qui sont exportées chaque jour, enfin 1000 fiches pour chaque fondation. Ici, très important de mettre du coup le numéro de la fondation ici pour qu'il y ait une différence au niveau des exports. Et en fait, ici, chaque jour, elle va être réimportée et du coup, l'ancien fichier va être écrasé par le nouveau. Ça, c'est vraiment un gain de temps énorme pour eux parce qu'on a un seul template maître, zéro manipulation manuelle et des dépôts qui sont automatiquement déposés sur le serveur durant la nuit. Du coup, voilà pour le cas de Fondation de France et le cas de Broadcast. Et je crois qu'on arrive à la fin. Une petite conclusion, même si je pense que c'est assez évident. Du coup, vous pouvez, grâce aux fabriques de documents dans Digdash, vraiment gagner énormément de temps sur tout l'aspect reporting que vous pouvez rencontrer au quotidien, de limiter un maximum vos tâches répétitives et chronophages que vous devez faire tous les jours ou presque, et automatiser un maximum la création de vos reporting, la diffusion de vos reporting, que ce soit à des utilisateurs de Digdash ou à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de licence Digdash et n'ont pas accès à votre tableau de bord. Et c'est entre autres l'intérêt de cette partie broadcast aussi, c'est de pouvoir voir plus large que vos utilisateurs Digdash aujourd'hui et d'industrialiser la production de vos rapports. L'envoi automatique aux bonnes personnes avec les bons filtres au bon format et de personnaliser un petit peu l'affichage de tout ça pour que ce soit le plus sympa possible en termes de lecture, le plus fidèle à vos données et le plus facilement compréhensible à la lecture pour chacun des interlocuteurs que vous allez cibler, peu importe le profil qu'ils auront, direction, utilisateur métier, utilisateur technique. On en a fini. Merci à tous pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a une ou deux déjà dans le chat et dans le canal questions-réponses. Peut-être les prendre dans l'ordre. Donc, il y a Gérald qui nous demande pour les formats open, pour le template du diaporama Impress de LibreOffice, par exemple. Alors, moi, je ne connais pas trop LibreOffice. Je ne sais pas si c'est possible de préciser un peu la question. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je crois que c'est possible de le faire avec les formats. Donc LibreOffice, vous avez Impress, qui est en fait l'équivalent Ouais. de diaporama de PowerPoint. de PowerPoint, pardon. Ouais. Il me semble que c'est gérable en fait directement à la place du modèle PPT. Je pense et je crois que peut-être dans l'Assemblée, il y a Yvan du CD66 qui utilise LibreOffice, qui peut-être a cette réponse et est utilisé. Je ne sais pas s'il nous entend. Parce que, par exemple, là, il y a l'administration française dont je fais partie, on va justement devoir faire très attention au logiciel Microsoft utilisé, Ouais. et notamment si on peut utiliser directement Impress, c'est peut-être un peu mieux. Oui, mais c'est sûr que c'est possible parce qu'on l'a mis en place donc, au CD66 et eux, ils ont Impress. Ils ont LibreOffice, donc c'est sûr qu'on peut utiliser LibreOffice à la place de PowerPoint. Une deuxième question de Céline dans les questions-réponses. Est-il possible dans une fabrique PowerPoint de mettre plusieurs fois le même flux avec des filtres différents? Attends, Justine, est-ce que je peux couper un peu le... Tu m'entends? Oui, salut Ouais, Yvan. moi, j'ai pas branché le micro. Je réponds rapidement à la question. Alors, LibreOffice peut ouvrir du PPT. Donc oui, il peut faire sur du PPT, sur le format d'Excel, il peut le gérer en fait, l'histoire de Digdash. Par contre, si tu utilises le format natif, alors je ne sais plus si c'est ODP ou quelque chose comme ça. Ah oui. Non, parce qu'en fait, un ODP, un ODT, un ODS, enfin tous les formats LibreOffice, c'est une sorte de zip compressé spécifique. Et c'est l'open document, il ne sera pas pris en compte par Digdash. Par contre, si tu utilises le format PPT, tu peux effectivement l'ouvrir avec LibreOffice et le gérer. Mais avec les problèmes effectivement comme il y a à chaque fois entre Excel et LibreOffice, ou entre Microsoft Office et LibreOffice, c'est les polices qui passent pas, etc. Genre de choses. Ok. Voilà.
Mais attention, hein, c'est pas pris en charge nativement. Hein, c'est le format ODP, ODT, et il est très spécifique. Voilà. Bon, bah merci. Je pense que ça répond un peu plus à votre question, Gérald. Donc, à ce titre-là, si c'est pas possible de se brancher sur un template PowerPoint, même si LibreOffice peut l'ouvrir derrière, bah, plutôt passer par le mode assistant dans ce cas-là. Au moins, vous n'avez pas de problème, mais un peu moins de marge de personnalisation. Question suivante. Est-il possible de mettre dans une fabrique PowerPoint plusieurs fois le même flux avec des filtres différents? Oui, 2 options pour le faire. Ça dépend si, donc je sais pas, je vais prendre un exemple, le cas de Simon là, où on veut afficher par exemple un graphique pour chaque région magasin. Il existe dans les paramètres une option de multiplicateur, il me semble, qui va dupliquer le flux autant de fois qu'il existe de membres dans une dimension. Donc ça, c'est une première option. Deuxième possibilité, si vous ne voulez pas afficher le graphique pour chaque modalité existante, bah là, il faudra créer le flux en amont autant de fois et sur chaque filtre attendu. Je ne sais pas si je suis très claire. Si on veut afficher que l'histogramme filtré sur PACA et que l'histogramme filtré sur Auvergne, il faudra créer un flux histogramme filtré sur PACA et un flux histogramme filtré sur Auvergne et appeler 2 identifiants distincts dans votre fabrique. Est-ce que c'était ça? Bonjour. Oui, c'est bon, ça répond à la question. On va pouvoir le tester. Merci. Parfait. Une autre question alors il y en a plusieurs. Michael, les fichiers XLSM sont supportés. Alors, c'est pour un besoin particulier ou c'est comme ça par curiosité? Par curiosité. J'en utilise pas mal, donc c'était savoir si... En guise de template, vous entendez? Oui. Je suis pas sûre. Je préfère pas dire de bêtises. Faudrait tester, mais je crois qu'on est sur du XLSX. Ok, merci. Faudrait tester. Question suivante de Frédéric. Peut-on faire de l'envoi conditionnel par rapport à la génération d'autres rapports? Exemple, envoi de SMS si et seulement si un rapport ne s'est pas généré. C'est une bonne question. Il me semble que oui, du coup, c'est un peu à ça que ça sert l'envoi par SMS. Ça va surtout concerner par exemple, des modèles qui se rafraîchissent pas. On va pouvoir paramétrer un envoi par SMS. Un problème sur une fabrique de documents qui ne va pas s'envoyer, pareil, on va avoir un SMS. On va pouvoir également paramétrer quand la fabrique de documents s'exporte, voilà, on va recevoir un SMS. C'est vraiment pour des besoins immédiats et pour des informations importantes comme celle-ci. Et on a une autre question de Gérald dans les questions-réponses. Peut-être pour toi, Simon. Sans la licence broadcast, est-il possible de générer XPDF dans un dossier, par exemple un PDF par commerciaux? En fait, ce qui va se passer, c'est que sans la licence broadcast, ça veut dire qu'on va avoir une fabrique de documents. On va lui paramétrer l'appareil de sortie serveur de documents, donc on va pointer vers le répertoire sur lequel on veut, mais ensuite on n'aura pas le moyen de lui dire tu vas t'exporter tant de fois par commerciaux, parce que on va pas forcément savoir combien il y a de commerciaux sans le flux pivot. Ce qu'on va pouvoir faire par contre, c'est créer un appareil de sortie par commerciaux. Imaginons que vous en avez 10. On va dupliquer donc, on va connecter 10 appareils de sortie différents vers la fabrique de documents, et du coup à ce moment-là ça va fonctionner. Mais ça implique un serveur un emplacement par commercial. Et si Ouais. vous voulez mettre X fiches dans un même dossier, ça veut dire créer X fabriques filtrées sur chaque commercial en amont. Ok, et est-ce qu'il est possible, du coup, dans un seul PDF, d'utiliser des sauts de section où la section c'est le commercial, et donc du coup, automatiquement, les filtres vont s'appliquer sur le commercial, et ensuite séparer les PDF avec un outil comme Sam Ah. Basic PDF, par exemple?
On sur les cartes. pourrait, ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Dans l'assistant PDF, on a ce qu'on Ouais. appelle les sections Ouais, qui c'est ça. qui vont dupliquer le nombre de fiches par commerciaux, enfin par Oui. commercial, pardon. Et donc on va du coup avoir autant de pages qu'il y a de commercial. Et ensuite, si on automatise ça avec un autre outil, on pourrait Après, très si vous bien voulez, séparer. ouais, si vous voulez, enfin, si vous pouvez le mettre dans un outil qui split vos PDF, ça doit pouvoir marcher, ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel coût représente cette licence broadcast pour l'ordre des... Ah bah, on l'attendait. Alors, c'est une licence, enfin, en fait, j'ai vu Dick Dash jeudi dernier au Roadshow de Lyon. Ça dépend vraiment de votre cas d'usage et de vos besoins. Donc, il n'y a même pas de prix catalogue. J'ai pas de prix catalogue à vous communiquer. Euh, Ça dépend du nombre d'envois, ça dépend de la fréquence d'envoi, ça dépend du nombre de destinataires, ça dépend de trop de variables qui font que ça peut se situer entre, entre 5 et 20 000 euros la licence annuelle, à peu près. Donc c'est une grosse fourchette et ça nécessiterait plus d'éléments de votre contexte pour préciser tout ça, quoi. Voilà. Alors bien sûr, une seule licence suffirait à mettre en Oui, place oui, il le n'y a qu'une broadcast. seule licence. Oui. Est-ce qu'il reste des petites questions? Donc vous aurez le lien du replay qui vous sera envoyé. N'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans le support si vous voulez discuter de cas d'usage. Si vous avez des questions qui vous viennent à la suite de ce webinaire, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur vos sujets. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que ça vous a éclairé sur ces fabriques et peut-être appris quelques petites choses. Et très bonne journée à tous. Ah, Merci beaucoup. petite question. Une petite Petite question de question. dernière minute. Sur le SMS, je ne suis pas au fait de service gérant l'envoi de SMS, des idées de fournisseurs de cet usage. Faut qu'on regarde les cas d'usage qu'on a, c'est pas super fréquent, donc Ouais. voilà, on n'a pas envie de vous dire des bêtises. Mais par contre, on peut essayer de regarder les quelques fois qu'on l'a paramétré et revenir vers vous sur ce point-là, si ça vous va. Il me semble que c'est un serveur SMS, mais ouais, on peut revenir vers vous directement avec une bonne réponse. Ok, c'est bon. Il n'y a plus de questions, je crois. Merci beaucoup. Très bonne Merci journée à beaucoup à tous. tous.